Bonsoir à tous, bienvenue dans l'apéro médium, le premier numéro que je suis obligée d'enregistrer faute d'avoir déjà les 1000 abonnés. Je compte sur vous pour qu'on y soit samedi prochain. Alors, rappel du principe de l'émission. L'idée m'est venue parce que lorsque l'on commence à développer ses capacités, vous avez toujours des bonnes copines pour vous inviter souvent à leurs apéros, mais c'est pas parce qu'elles vous apprécient, c'est pas parce que votre tronche leur plaît, c'est pas parce qu'elles ont envie de passer du temps avec vous, c'est pour vous employer la totalité de l'apéritif à faire de la consultation gratuite. Je suis sûre que ça doit rappeler des souvenirs à quelques-unes. Mais là, on va en faire la bonne version de l'apéro médium, à savoir que c'est moi qui vous l'offre. En direct, ce serait mieux. Alors, vous m'envoyez dans la semaine ou le vendredi votre question parce que ce sera 10 questions auxquelles je réponds. Je respecte votre anonymat, je donne que le prénom. Et notre apéro médium, ce sera ça, la réponse à 10 questions sur votre avenir. Là, on fait vraiment la médiumnité au sens littéral du terme. Pour ce soir, une première question de Jeanne. Mon fils Maxime, né le 93, doit prendre un restaurant dans le département 24, courant de l'année. Cela va-t-il se concrétiser? Alors, j'ai raccourci un petit peu, Jeanne, par rapport à ta question. Tout n'avait pas besoin d'être lu publiquement. Avant que je finisse de lire et que j'en arrive à l'énoncé de ta question, on m'a déjà montré ton fils dans un restaurant. Donc la concrétisation, je n'en doute pas, puisqu'avant de savoir que ta question portait sur la concrétisation, on me l'a montré en train de tenir un restaurant. Ça, c'est pour la première partie de la réponse. Maintenant, il faut que je te précise que par rapport, tu évoquais dans ta question, un restaurant qu'il a déjà en vue. Et on m'a expliqué que ce serait mieux qu'il en prenne un autre, plus en vue. Comment te le dire clairement? De toute façon, tu vois bien en tant que client qu'il y a des rues où tout le monde y va et des rues où on ne va jamais, ou en tout cas beaucoup moins. Bon, alors les rues où tout le monde va, on appelle ça des emplacements numéro 1. Et la visibilité d'un restaurant, c'est quand même aussi, il faut être lucide, son emplacement. Donc, quand on me disait plus en vue, c'est clairement une question d'emplacement. Et il y a une deuxième chose que je rajoute par rapport à cela. Donc, oui, un projet qui se concrétise, mais pas forcément avec celui qu'il a déjà en vue. Et on me montrait un restaurant, comment dire, mieux placé, mieux coté, plus en vue, qu'il aurait la possibilité de négocier d'une certaine façon en dessous de sa valeur. Et maintenant qu'il y a eu le confinement, je comprends mieux. C'est-à-dire que dans les mois à venir, les restaurants sont quand même des établissements où c'est compliqué de dégager de la marge. Et ça fera partie certainement des secteurs d'activité économique qui auront à souffrir des suites de la baisse de l'économie avec le confinement et tout ce qui va avec en termes de charges et de salaires qu'il faut continuer de payer, de stocks perdus, etc. Plus le temps de réhabilitation, le temps qu'on retrouve un chiffre d'affaires normal, que tout le monde recommence à aller normalement dans les bars et les restaurants. Bon. Il y a tout ce truc-là. Donc, premièrement, on me l'a montré en train de tenir un restaurant avant que j'en arrive à lire ta question. Donc ça, c'est la partie rassurante. Par contre, j'alerte sur les 2 informations supplémentaires, à savoir que ce ne sera pas forcément et finalement le restaurant qu'il a déjà en vue, parce qu'on me dit un restaurant plus en vue. Et il aura possibilité, de toute évidence, de négocier sur un autre établissement qui aura eu à pâtir du confinement, entre autres du confinement. Voilà, Jeanne.
Marie-Laurence, mon compagnon a eu un lumbago et une sciatique dans la jambe droite, la situation a empiré. Là aussi, j'ai dû raccourcir, Marie-Laurence m'en veut pas. Donc la situation a empiré au point qu'il se déplace difficilement et qu'il a même songé de se faire opérer. Donc c'est toi qui l'as dissuadé jusqu'à présent. Qu'en penses-tu? Alors, pendant que je lisais ton message, ce qu'on me disait à moi en tant que médium, et c'est là où je dois bien insister sur le fait que je ne suis pas médecin, que je n'ai jamais prétendu être médecin et que je vais continuer à ne pas prétendre être médecin. Donc les informations que je donne, c'est en tant que médium. Évidemment, ce qui compte le plus, c'est la validation, le diagnostic, l'avis médical. J'ai bien compris que on avait conseillé médicalement l'opération à ton mari et que c'est toi qui t'y opposes. Normalement, si j'ai bien compris, c'est sa situation-là. Ce que moi, on m'a fait comprendre, c'est qu'il vaut mieux une petite opération plutôt qu'une grande. Et on me l'a dit et répété pendant que je prenais connaissance de ton message, avant même que je l'ai terminé, on me l'avait déjà dit 2 fois. Ce que je comprends de cette information, qui est une information médium et qui n'a pas prétention d'être médicale, c'est que toute l'attente supplémentaire, bon déjà il y a la souffrance, mais toute cette attente supplémentaire, ce décalage, ce report dans le temps, risque d'aboutir à quelque chose de bien plus important en termes d'opération. Et là, on vous demandera plus ou moins pas votre avis. Voilà, c'est-à-dire que quand il y a urgence, il y a urgence. Et vous risquez de... Enfin, vous êtes sur ce chemin-là pour l'instant. Voilà. Donc, quand on me dit il vaut mieux une petite opération qu'une grosse, c'est pour faire comprendre que retarder encore et encore de manière disproportionnée cette échéance risque d'aboutir à une situation bien plus lourde en termes d'opération, en termes de chirurgie et donc de conséquences de la chirurgie. Je ne peux pas le dire plus clairement parce que plus clairement, mes mots sont forcément maladroits. Je ne suis pas médecin moi-même, mais dans ce que l'on m'a fait comprendre, c'est vraiment ça, à savoir que c'est pas un bon calcul. Trop retardé n'empêchera pas l'opération et on ne m'a pas montré de rétablissement sans opération. Ce qu'on m'a montré, c'est que retarder l'opération aboutira à quelque chose de plus lourd en termes d'opération. Désolée Marie-Laurence, je ne peux pas faire plus clair. Et au passage, on m'a parlé de douleurs atroces, hein, donc ton mari doit sérieusement douiller. Ton compagnon. Mais en tout cas, il doit sérieusement douiller. Alors, Marie-Hélène. Quel est l'avenir de mon fils Damien sur le plan personnel et professionnel? Marie-Hélène, t'aurais pas l'impression d'exagérer. Heureusement que tu m'as précisé ton prénom, le prénom de ton fils. Hein. Alors, j'explique quand même que la médiumnité, il faut un point de départ. Donc, heureusement, là, il y a quand même un prénom. Mais là, c'est vachement vague, Marie-Hélène, hein, comme question. Et donc, ce qui ressort de cette question, de cette double vague question, c'est qu'il n'est pas suffisamment ambitieux. Il ne se bouge pas suffisamment, il ne se crée pas d'opportunités, il n'ose pas, il ne donne pas suffisamment suite, il n'a pas suffisamment de détermination, il n'a pas suffisamment d'ambition. Et ça, Marie-Hélène, tu n'es pas ton fils. Voilà. Donc, je donne ces informations-là, ok, mais c'est un grand garçon, hein, donc il fera bien ce qu'il voudra. Le souci, c'est que son manque d'ambition, il en est la première victime, mais tu ne pourras pas bouger à sa place, quoi. Tu ne pourras pas décider à sa place, tu ne pourras pas faire à sa place, tu ne pourras pas être intéressé à sa place. Désolée Marie-Hélène, mais là pour le coup, tout passe par le professionnel chez lui. Même la partie vie privée.
tout passe par le professionnel et il faut qu'il se bouge plus au niveau professionnel. Anne-Marie, mon fils Mathieu, 38 ans, beaucoup de mamans inquiètes ce soir. Mon fils Mathieu, 38 ans, est de retour chez moi, confinement oblige, il est rentré d'Espagne où il vivait depuis 2 ans. Alors déjà le cumul des générations, c'est pas toujours évident, mais de manière forcée, quand on a vécu à l'étranger, c'est compliqué, hein. Alors, j'aimerais le voir, alors, Anne-Marie aimerait beaucoup de choses pour son fils aussi. Donc, avec un job qui lui permette de vivre, avoir son indépendance, son appartement, rencontrer une fille, vivre en couple. Enfin, je vous ai pas fait toute la liste, mais il y a toute la liste qui suit. Bon. Je comprends bien ton cœur de maman et tes inquiétudes de maman, Anne-Marie. Par contre, de toute évidence, tu projettes ce que toi tu veux en attendant qu'il se conforme à ce que toi tu veux. Je rappelle qu'il a 38 ans. Donc, c'est pas parce que toi, tu veux ça pour lui, que lui le veut pour lui-même. Désolée, mais je suis obligée de le préciser. Et de toute évidence, ses priorités sont pas tout à fait celles de maman. Ceci étant précisé, c'est un peu bateau, je suis désolée, mais là, pour le coup, je suis obligée de le dire. Ce que je peux dire en plus par rapport au fiston, c'est que moi, on m'a bien montré qu'il valait mieux pour lui qu'il reste en France que de retourner en Espagne. Parce qu'en Espagne, déjà qu'ils sont dans une situation difficile, mais ça va fortement dégringoler, ça va fortement empirer. Donc, il vaut mieux qu'il fasse l'effort. Parce qu'en France, il y a quand même plus de soutien, il y a quand même des choses qui existent, qui n'existent pas en Espagne. Donc, il a, dans son intérêt à lui, il vaudrait mieux qu'il ne retourne pas en Espagne, qu'il fasse l'effort de faire une formation, une réorientation, enfin de rentrer dans le circuit de nouveau en France et d'avoir un boulot en France, quitte à ce qu'il y ait une reprise d'études ou une formation professionnelle très technique. Mais je ne dis pas de se choisir un boulot au rabais, c'est absolument pas ce que je suis en train de dire. Mais par rapport à la situation de l'Espagne qui va fortement se dégrader dans les 10 ans à venir, les pauvres, ça va être une calamité. Donc, pour pouvoir se construire une vie professionnelle avec des perspectives d'avenir, suffisamment de stabilité pour organiser sa vie, se construire sa vie, c'est pas en Espagne, c'est en France. Et pas dans la même région. Donc, il y a aussi un changement de région. Sachant évidemment que, je te le dis à toi, Anne-Marie, mais après, c'est à lui de décider de ce qu'il voudra faire. En tout cas, il aura eu l'avertissement. Isabelle. Alors, Isabelle, j'aimerais savoir si financièrement... Ah oui, Isabelle, quelque chose que je dois te préciser, je ne t'ai pas oublié. Je ne peux pas être partout en même temps, mais je ne t'ai pas oublié et tu sauras de quoi je parle. Je reprends ta question. J'aimerais savoir si financièrement j'arriverai à payer l'école d'architecture pour ma fille, Rose-Marie, car je n'arrive pas à avoir de prêt au vu de ma situation et elle a été admise. Alors, j'ai eu 2 réponses à ta question. Les 2 réponses, de prime abord, sont contradictoires. Les 2 réponses vont dépendre de vos choix à toutes les 2. Et là, on est en plein dans le cas de figure qui confirme la chose, à savoir que je ne suis pas un gourou qui donne des ordres aux gens. Chacun y décide pour sa vie. Moi, je donne les informations, je donne comment dire, j'énonce les opportunités, j'avertis quand il y a besoin d'avertir, je signale les opportunités, j'avertis quand il y a besoin d'avertir, mais je ne décide pas de vos vies à votre place. Donc, je reste dans mon rôle de donneuse d'informations, vous restez dans votre rôle de décideur pour vous-même. Et c'est dans ce sens-là qu'il faut entendre la double réponse qui peut paraître contradictoire.
la première partie de la réponse, c'est qu'elle ferait mieux de faire un autre boulot. Non pas qu'elle n'en a pas les compétences suffisantes, hein. C'est dans l'absolu, parce qu'il faut voir aussi le débouché, enfin, la quantité de débouchés, ou du moins, en l'occurrence, l'absence de quantité de débouchés. Et ensuite, la partie aussi, comment dire, carrière sur le long terme. Une école d'archi en France, clairement, faut pas s'attendre à rester en France. Pour avoir une chance de percer dans l'architecture, faut, en plus de faire une boîte d'archi, il faut vraiment viser les gros cabinets à l'étranger et passer une partie de sa vie professionnelle en expatrié. Est-ce que ça, Rosemary y est prête? Je préfère le dire. Donc, quand on me dit que dans l'absolu, il vaudrait mieux qu'elle fasse autre chose, ce n'est absolument pas une remise en question ni de ses capacités intellectuelles, ni de ses compétences, ni de sa détermination. C'est dans l'absolu, c'est-à-dire dans tous les aspects et dans la durée. Première partie de la réponse. Si après, si elle le veut absolument, elle le fait, mais avec cet avertissement-là, quand même, ce serait bien de l'entendre. Deuxième partie, pour la partie strictement financière, j'entends bien l'histoire du prêt, et moi, au lieu d'un prêt, on me parlait d'un deuxième boulot. D'un deuxième boulot pendant 3 ans. Alors, je ne sais absolument pas comment ça se passe, les études d'architecture. Il y a peut-être un moment donné où on peut cumuler boulot et finalisation des études quand on travaille sur un projet en particulier pour faire valider. J'en parle vraiment de manière extérieure, je ne connais pas ce cursus-là moi-même. Par contre, pour ma partie à moi, c'est-à-dire te faire une réponse de médium à cette question précise-là du financement, on me parlait plutôt d'un deuxième boulot pendant 3 ans plutôt qu'un emprunt que tu aurais obtenu. Je ne peux pas être plus clair. Je vous propose, vous disposer. Ensuite, Marianne. Ah, mais je suis en train de réaliser qu'il y a quasiment que des femmes. Ah, si, quand même, il y a 2 garçons. Ah, quand même, il y a 2 garçons. J'ai pas fait gaffe à ça. Alors, Marianne, je souhaiterais déménager afin de m'éloigner de la proche couronne, donc Rueil ma maison. Mon but, une maison avec cheminée, le terrain pour cultiver, enfin, l'image d'Épinal, sans forcément aller à Épinal, voilà. Tu n'as pas aimé ma réponse, Marianne. En réponse à ta très jolie description de la maison avec le terrain, le petit potager, le petit machin et tout ça, et tout toi, on m'a fait bof. Au niveau de la médiumnité, il y a souvent des raccourcis parce que c'est une communication optimisée. Donc, quand tu comprends avec un mot, il n'y a pas 10 mots, il y a juste un mot. Et si tu comprends avec une onomatopée, tu n'as que l'onomatopée comme réponse. En l'occurrence, bof. Par expérience, quand on me dit bof, c'est que ça ne vaut pas le déplacement. Et je suis polie en ne disant que ça. Bon, tant pis, on va rentrer dans les exemples. Quand on me dit d'un homme, bof, c'est que ça vaut même pas la peine d'y aller pour faire le test. Je peux pas être plus clair. Ou alors, j'ai très envie d'une petite robe et tout, et puis je rêve d'une petite robe parce que ça me manque quand même, ma féminité me manque. Et puis là, on me fait bof. Ah bah, vous pouvez être sûr que... comment le dire poliment? Soit je rentre pas dedans sur la ligne de départ, soit je rentre plus dedans à l'arrivée, mais il y a un moment donné où je rentre plus dedans, ou alors le tissu est vachement transparent et on voit tout, enfin il y a toujours un quelque part. Ça c'est pour illustrer l'onomatopée bof. Un petit cordon, voilà, comme ça tout va mieux. Donc j'ai bien compris hein, ton rêve, mais pour développer sur cette onomatopée-là, de toute évidence, ce rêve-là que tu as maintenant,
c'est pas forcément quelque chose que tu auras encore longtemps. En tout cas, le moment venu, c'est pas du tout certain. En fait, ce qu'on m'a fait comprendre aussi, c'est que c'est pas une urgence. Il va y avoir la proche couronne autour de Paris, ce sont les zones où il y aura le plus de travaux immobiliers dans les années à venir, en vue, entre autres, du Grand Paris et des Jeux Olympiques. Et ce qu'on m'a clairement fait comprendre, c'est que, le côté fantasmagorique, tu vas pouvoir le raccrocher. Et de deux, c'est pas une urgence parce que tu vas profiter, en fait, des opportunités parce ils vont construire beaucoup d'un coup. Donc, ils vont avoir besoin de rentrer de la trésorerie. Donc, les premiers qui achèteront à un meilleur prix que ceux qui achèteront plus tard. En fait, tu vas faire une bonne affaire sur quelque chose qui fera partie des tranches de travaux immobilières de la proche couronne dans le développement du Grand Paris. Ce qui n'a absolument rien à voir avec ce que tu m'as expliqué dans ta question, à savoir la petite maison, le petit jardin, le petit machin, le petit ci, le petit cela. Alors là encore, je précise, c'est sans obligation, je ne donne pas d'ordre. Je te demande simplement de réfléchir à ce que je viens de te dire parce que renseigne-toi au moins sur ce qui est prévu comme programme immobilier parce qu'il y a peut-être des entreprises qui ont déjà commencé à communiquer là-dessus. Et deuxièmement, est-ce que c'est si important, crucial pour toi de réaliser ce fantasme de la petite maison avec son jardin et tout le toin-toin? Interroge-toi sérieusement dessus parce que tu feras partie des gens qui seront en première loge pour faire des bonnes affaires le moment venu. Donc, à toi de décider. Michaela, je voudrais savoir si je vais trouver un autre travail cette année. Autre travail veut dire déjà travail, on est bien d'accord, ok? Alors, pas sans rien. On m'a parlé d'orientation, on m'a parlé de formation, on m'a parlé de spécialisation. De toute évidence, il faut augmenter le CV. Donc, par rapport à ta question d'un nouveau travail cette année, faut éviter de mettre la charrue avant les bœufs. En fait, tu ne trouverais pas quelque chose de mieux, en tout cas pas tel que toi tu l'espères, avec ton CV tel qu'il est. Pour faire la chose intelligemment, il faut que tu commences par renforcer et donner plus de muscle à ton CV avec quelque chose de complémentaire. Donc, soit en termes d'orientation, de spécialisation, de formation, mais il faut étoffer le CV. Il n'est pas dans ton intérêt de vouloir absolument changer en l'état de la situation. Il sera beaucoup plus judicieux et profitable pour toi de faire valoir un meilleur CV après avoir amélioré le CV. Je ne peux pas faire plus clair, tu ne m'as pas précisé ton domaine de travail, donc là pour le coup je ne peux pas être plus précise que ça. Mais en tout cas, commence par améliorer ton CV, commence par faire formation, orientation ou spécialisation, mais quelque chose en plus, en mieux, en complémentaire. Il faut d'abord que tu étoffes ton CV. Après, tu seras en situation de te poser la question et même de le valoriser en interne, ton CV, avant d'essayer de partir. Mais pour l'instant, pour pouvoir faire la chose de manière intelligente et à ton bénéfice, au lieu de le faire trop vite et à ton détriment, ça commence par une formation complémentaire, ça commence par le fait d'étoffer ton CV. Il y a quelqu'un qui souhaite un anniversaire dans une autre langue que la langue française, mais j'ai pas compris, je la connais pas celle-là. Voilà. Laurent, une question de Laurent. Alors, cet été, je pars au Québec pour du travail, car je ne supporte plus la France. Il y a des personnes qui ne supportent plus la France. J'ai vécu à l'étranger, donc je peux comprendre. Est-ce une bonne chose pour l'avenir? Alors,
Tu vas pas trop aimer ma réponse non plus, Laurent, je suis désolée, mais moi, j'ai pas le droit de mentir. Hein. On m'a bien fait comprendre que ce serait mieux pour toi que ce soit temporaire. Même si ça te plaît beaucoup, entre passer quelque temps dans un pays et y construire complètement sa vie dans un pays autre que le sien, c'est très différent. Même au bout de 20 ans, vous êtes toujours une pièce rapportée, hein, ok? Et au Québec, il n'y a pas toutes les sécurisations sociales qu'il y a en France, puisque même si au Québec, on parle français, c'est quand même dans un pays qui est majoritairement anglophone, qui est voisin des USA et qui est quand même beaucoup bâti sur un modèle anglo-saxon. Donc, tout ce qui relève de des amortisseurs sociaux que l'on a en France, au Québec, self-made man. Donc, si vraiment tu as besoin de faire ton expérience, tu as besoin de t'aérer, ce que je comprends, hein, bah tu te fais ta parenthèse Québec. Par contre, ce qui serait intelligent dans le sens de ton intérêt là aussi, c'est de ne pas prévoir de tout bazarder. C'est-à-dire de te garder un plan B, de te garder la possibilité de choisir, de ne pas tout foutre en l'air et de ne pas toi-même empêcher un retour possible. Rends-toi compte, vis sur place, constate les différences, constate ce qui ne te plaît pas, parce qu'il y a des choses qui ne te plaisent pas en France, mais il y a aussi des choses qui ne te plairont pas au Québec, je peux t'assurer. Dans tous les pays, il y a des avantages et des inconvénients. Donc, de loin, ça paraît super beau, il faut y être pour comprendre. Fais-toi ton expérience. L'avertissement que je te souhaite, j'espère que tu le prendras en compte, c'est de ne pas tout foutre en l'air et de ne pas te priver toi-même d'une possibilité de retour afin que tu aies le choix en fonction de la façon dont ça évoluera au Québec. Et en ce qui concerne la France telle qu'elle est à l'heure actuelle, ça va changer dans les 3 ans. Fais ce que tu as à faire, mais ne te prive pas d'un retour possible pour justement que tu puisses avoir le choix. Rien que le fait de savoir que tu pars en ayant le choix, déjà tu te foutras beaucoup moins de stress sur la tronche. Et le cas échéant, et bien justement, tu es en situation de pouvoir t'organiser un retour. Je ne peux pas faire plus clair. Denis. Alors, est-ce que alors je ne vais pas citer le nom de la boîte, hein, va m'embaucher à l'espace Info Énergie comme conseiller cette année. Actuellement, je suis en stage et je serai diplômée cet été. Alors, j'ai été assez étonnée de la réponse qui m'a été faite à ta question. Parce que la première chose qu'on m'a dite, c'est que ce ne serait pas forcément le mieux que de rester dans cette boîte. Ça pourrait passer pour une question de facilité, c'est-à-dire que voilà, on l'a eu en stage, bon, c'était moins compliqué de l'embaucher lui que de s'enquiquiner à faire une procédure totale d'embauche. Tandis que valoriser le savoir d'une entreprise dans une autre entreprise, ça peut être professionnellement mieux vu. Donc, en ce qui concerne le fait de savoir ce qu'ils vont t'embaucher, la première chose qu'on m'a dit, c'est que ce serait mieux une autre boîte. Donc là encore, la meilleure utilisation à faire de cette information n'est pas de renoncer à cette boîte-là, mais de se donner la possibilité d'avoir d'autres opportunités. Donc au lieu de te contenter d'attendre qu'il te présente un contrat de travail en bas de la page duquel tu aurais à signer, renseigne-toi, regarde ce qui est possible, ne reste pas les deux pieds dans le même sabot. Voilà, pour le dire peut-être de manière plus triviale. Et autre chose, pendant que je lisais ta question, on m'a montré, alors, je te garantis pas que ce sera cette boîte-là, il faut que tu entendes l'information de manière plus large. On m'a montré en fait les engins de chantier de l'Oxam, qui sont en fait des concessionnaires
qui louent du gros matériel, mais vraiment avec des contrats, c'est-à-dire que ils louent le matos et ils louent en quelque sorte les employés qui les utilisent, si la boîte en question n'a pas déjà ses propres employés pour les utiliser. Donc il y a la partie matérielle et il y a la partie humain, mais sur du gros matos de chantier. Et ce qu'on était en train de me montrer, c'est que ce sont des boîtes auxquelles on pense jamais. Que ce sont des boîtes qu'on ne sollicite jamais pour quand on cherche un emploi. Et ce sont des boîtes qui ont toujours du mal à embaucher parce que justement, on ne pense pas à eux. Ils sont obligés de faire plein d'efforts pour réussir à embaucher. Donc, en ce qui concerne ta spécialité, je ne sais pas en quoi ça peut avoir un lien avec du BTP. C'est pas mon domaine, donc là, pour le coup, tu sauras mieux que moi. Mais par contre, on m'a clairement montré le logo de la boîte Loxam par rapport au minimum en termes de secteur. C'est-à-dire que pour moi, il ne faut pas que tu te fermes sur une boîte en particulier. Il faut que tu élargisses les écoutilles, que ce soit au niveau de ta boîte où tu fais ton stage et aussi au niveau du secteur professionnel. Il faut que tu élargisses. Il y a des boîtes auxquelles on pense jamais, qu'on sollicite jamais, alors que eux, ils seront bien contents de t'embaucher et que tu auras même peut-être une meilleure paye chez eux. Donc, élargis les écoutilles. Te contente pas d'attendre, élargis les écoutilles. Ensuite, Anne. Ah, que de garçons ce soir. Les garçons ont le droit de poser des questions aussi. Hein. Anne, alors, je travaille dans l'aérien, la compagnie AF. Bon, bah, tout le monde aura compris. Ça m'a fait sourire parce que, bon, je crois que vous êtes quelques-uns à avoir compris que j'aurais préféré être pilote. Alors, va-t-elle licencier suite aux conséquences financières catastrophiques qu'elle subit? L'avantage pour Air France, c'est que c'est toutes les compagnies en même temps. Enfin, il y a deux avantages. C'est toutes les compagnies aériennes en même temps du fait du confinement. Donc, c'est pas Air France par rapport à telle ou telle autre compagnie aérienne, puisqu'elles sont toutes à la même enseigne. Donc ça, c'est un point positif dans cette situation critique, c'est qu'au moins, il n'y a pas une mieux que l'autre, c'est tout le monde à la même enseigne. C'est important pour la suite, pour la gestion de la suite. Et Air France, bah Air France, c'est la France, quoi. Donc, si vous voulez que Air France il continue d'exister, il va falloir raquer. Et je te lis les réponses qui ont été données. Elle se remettra en 2 temps. Donc, il va y avoir 2 phases de retour à la normale en ce qui concerne Air France. Chantage aux États, alors là, clairement. Parce que rien que pour ce qui relève des charges sociales et des impôts, sur la quantité de monde qui travaille pour les compagnies aériennes, ce sont des sommes astronomiques. Donc, au minimum là-dessus, il y a négociation, voire il y a négociation supplémentaire. Parce que si là, les États ne raquent pas pour leur compagnie aérienne, certaines vont carrément être amenées à disparaître. Ce qui fera moins de concurrence pour celles qui resteront. Alors, je vais peut-être commencer par là. Je n'ai pas dit qu'il y aurait 0 licenciement. Mais clairement, il n'y a pas de disparition de la compagnie. Donc, chantage aux États, il va falloir être polyvalent. Parce que du coup, il va y avoir un maintien d'un maximum d'activité avec moins de personnes sur certains postes. Parce qu'ils vont arbitrer, hein, ils vont faire des arbitrages. Du coup, ça va nécessiter quand même pour les employés qui vont vouloir rester quand même un minimum de souplesse et de polyvalence. Lever le poing gauche pour dire on fait grève, ça sera pas trop le moment, quoi. Parce que là, pour le coup, c'est pas une question de mauvais management, c'est extérieur, c'est circonstanciel, c'est catastrophique et c'est tout le monde pareil. Donc là, va falloir faire des efforts pour sa boîte au lieu de se plaindre d'un mauvais management de la boîte.
Oh, c'est pas agréable en bouche de devoir le dire, mais il y a cette partie-là aussi qu'il faut pas négliger. Pas de danger majeur, étalement étalement et administration différentes. Ils vont être sur tous les fronts, c'est-à-dire qu'il y a des postes qui vont être réduits, il y a des choses qui vont devenir sous-traitées, il va y avoir aussi une recherche d'optimisation de l'employabilité des employés, un truc pas agréable à entendre non plus, mais là pour le coup ça va être une nécessité, c'est-à-dire parce que plus les compagnies vont se redresser vite, les compagnies qui vont se redresser le plus vite se feront les meilleures parts de marché. Il y a ça aussi. Je vais tout te relire, ça va être plus simple. Donc, elle se remettra en 2 temps, chantage aux États. Il va falloir être polyvalent, pas de danger majeur, étalement et une administration différente. Et la dernière chose, rééquilibrage nécessaire de toute façon. Donc, ce qu'on m'a montré aussi, c'est que ce cas de force majeure qu'est le coronavirus pour les compagnies aériennes, et là je te réponds spécifiquement pour Air France puisque tu es chez Air France, ils vont en profiter pour essayer de gérer des gageurs qui pouvaient persister jusque-là. En tout cas, ce qui peut paraître gageur et ce qui peut être amélioré et qui faisait beaucoup de résistance jusque-là. Donc, il va y avoir une recherche de meilleure adaptation. Comme c'est un secteur qui évolue très très vite et que Air France n'évolue pas forcément aussi vite qu'il le faudrait, voilà, c'est dit. Il va y avoir aussi une tentative de rééquilibrage dans le sens d'être mieux adapté au marché actuel et à l'accélération des modifications du marché actuel. Je ne peux pas le dire plus clairement. Voilà. Donc, je ne dis pas qu'il y aura 0 licenciement, mais ils sont déjà en train de peaufiner le plan de retour. Hein. Et il y a un certain nombre d'États qui vont devoir raquer. Mais bon, hein, faut se rassurer, hein, du côté de Davos, quand il s'agit de pomper, ils sont en première ligne, sauf que là, ils ont compris le coronavirus, ça pouvait donner des envies d'en trucider quelques-uns et de faire sauter leur système chéri avec lequel ils nous pompent. Donc du coup, oh bah dis donc, ils ont trouvé 5 000 milliards. Ils les ont pas trouvés avant, les 5 000 milliards. Hein. Par contre, quand leur gueule à eux commence à être sur l'échafaud, là, ils les trouvent, les 5 000 milliards. Va falloir en trouver quelques-uns. Voilà ce que je pouvais vous dire ce soir. Alors, évidemment, avec modération. C'est le confinement pour moi aussi, donc j'ai que du site pour ce soir. Je ferai mieux pour la semaine prochaine, promis. Et en tout cas, bon apéro à vous.